Les portes de la prison s'ouvrent. Le cri porté arme retentit. Monsieur l'aumônier Didlot continue d'assister Meunier jusqu'au pied de l'échafaud. Il l'embrasse et lui masque le couperet. Il est 4 heures. Bonjour à tous, dans cet épisode, je vous propose de parler de la peine de mort, ou plutôt du combat des artistes pour l'abolition de la peine de mort, parmi lesquels Émile Friant qui a peint la peine capitale en 1908. Émile Friant, c'est un peintre lorrain. Il est né en 1863 dans la petite ville de Dieuze, à quelques kilomètres à l'est de Nancy. En 1871, alors qu'il a 8 ans, il va vivre la guerre qui va s'achever par l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Ses parents, issus de la classe ouvrière, vont décider de quitter ces territoires nouvellement annexés pour rejoindre la ville la plus proche de la nouvelle frontière, ce sera Nancy. Là-bas, le père d'Émile Friant aimerait qu'il devienne pharmacien, mais Émile, lui, voudrait devenir peintre. Et sa passion pour le dessin va le conduire à aller frapper à la porte de Théodore de Villy, le directeur de l'école des beaux-arts de Nancy. Théodore de Villy sera le pilier de la formation de l'artiste. C'est lui d'ailleurs qui a formé de grands noms du groupement Art Nouveau appelé l'école de Nancy. Émile Friant peint d'après nature et recherche la réalité par les détails. Ses premières œuvres plaisent et à 15 ans, il connaît déjà ses premiers succès. Tout au long de sa vie, il représentera de nombreuses reprises sa ville et ses habitants avec exactitude. Il est reconnu pour sa touche particulièrement lissée et serrée, trompant le regard au point de faire croire à l'œil que c'est une photographie qui se présente à lui. Théodore de Villy le poussera à poursuivre sa formation à Paris où il rejoindra l'atelier d'Alexandre Cabanel, l'un des peintres les plus admirés du Second Empire. Mais cette expérience ne lui laissera pas de bons souvenirs et il regrette très rapidement l'école nancéenne. Lui qui préfère l'observation et l'exactitude du rendu plutôt que de s'en remettre à l'imagination ou à l'expression d'une émotion, il n'y apprend rien et a même le sentiment de s'y abrutir. Mais il s'y accommodera vite et en 1883, il remporte le second prix de Rome, un concours de peinture prestigieux. Il n'a que 20 ans. La peine de mort est une œuvre qu'il a longuement mûrie, reprise puis délaissée bien souvent des années selon Gaston Varenne. Il nous plonge par cette froide matinée d'hiver dans un instant de vie, le dernier d'un homme, à Nancy. Quand l'œuvre est achevée et est présentée au public en 1908, le contexte en France est particulier. Des voix s'élèvent contre la peine de mort, y compris à la tête de l'État. Le président Fallières gracie systématiquement tous les condamnés depuis le début de son mandat, et à l'automne 1908, un projet de loi visant à abolir la peine de mort sera discuté à l'Assemblée nationale. Il sera défendu par le garde des Sceaux Aristide Briand et le député du Tarn Jean Jaurès. Quoi qu'on fasse, la peine de mort est condamnée, dira Jaurès. Mais ce sera un échec, la loi sera rejetée. En fait, dans les mémoires, l'affaire Soleland est encore fraîche. Condamné à mort pour avoir violé et écorché la fille de ses voisins qui n'avaient que 11 ans, les journaux se lanceront dans une course au sensationnel multipliant les récits d'horreur. La grâce accordée par Fallières passe mal dans l'opinion publique, beaucoup auraient souhaité le voir sur l'échafaud. Si à l'époque de Friant, l'opinion publique est divisée sur la question, l'abolition de la peine de mort n'est pas une idée nouvelle. Et dès le XVIIIe siècle, en 1764, Beccaria va publier son traité des délits et des peines. Il consacre un chapitre à la peine de mort et va poser la base des arguments qui seront repris par les abolitionnistes encore aujourd'hui. En gros, si la peine de mort dissuadait vraiment, il n'y aurait plus de criminalité depuis longtemps. Tuer quelqu'un pour en faire un exemple ne fonctionne pas. Le spectacle est choquant mais vite oublié, alors que l'emprisonnement peut durer toute une vie. Et finalement, la société interdit de tuer. Comment l'État montre-t-il l'exemple ? En tuant lui-même. En France, l'œuvre est saluée par Voltaire et Diderot et continuera d'influencer les abolitionnistes du XIXe siècle, parmi lesquels Victor Hugo. Victor Hugo a assisté à une exécution en Espagne alors qu'il n'avait que 9 ans. Cette scène va le traumatiser et sera à l'origine de son combat contre la peine de mort qu'il mènera toute sa vie. Dans sa guerre, il utilisera la plume et le fusain. Il écrira des livres, prononcera des discours à l'Assemblée nationale et nous lèguera 2 œuvres qui ne laissent aucun doute sur ses positions. Alors qu'il est en exil sur l'île de Jersey, il se bat pour la grâce d'un condamné à mort britannique, John Charles Stapner, sans succès. Le condamné est exécuté par pendaison le 10 février 1854. Le corps de l'Anglais se balance à la potence. Décharné, seul, il n'est plus qu'une ombre. Ce dessin est intitulé Etchelex, voici la loi. Suivra un second dessin. La potence a cédé sa place à la guillotine, machine qu'il a en horreur. Le sang qui s'en écoule écrit dans le sol le mot justicia, justice. Du vivant de Friant, la presse locale retranscrira dans les moindres détails les exécutions qui se déroulent à Nancy. Le 23 janvier 1890, l'Est républicain rapporte l'exécution de Jean Degas, condamné pour plusieurs meurtres. L'année suivante, le 11 juillet, ce sera celle d'Eugène Meunier, condamné pour le même motif. Parmi les victimes se trouve son propre fils. Le mobile est une sombre histoire de cœur. Le 18 janvier 1897, Friant assiste en personne aux derniers instants de Dominique Arche, condamné pour le viol et l'assassinat d'une jeune femme de 15 ans. S'il n'y a aucune certitude sur sa présence aux exécutions de Degas et Meunier, il s'y est intéressé de près, en attestent les dessins qu'il fera des têtes coupées. Ce qu'il lira dans la presse et ce qu'il verra influencera considérablement son travail.
Ce tableau, remis dans le contexte de 1908, est peut-être une évocation de la position abolitionniste du peintre. Rien n'est sûr concernant la position de Friant sur la question, mais les artistes de l'école de Nancy ont très souvent orienté leurs œuvres par rapport aux questions de société, et la réhabilitation de Dreyfus est un bon exemple. Friant nous plonge dans la scène à la sortie de la prison Charles III, à quelques pas seulement de la guillotine, les derniers du condamné. 3 éléments se détachent immédiatement du tableau. Au premier plan, le condamné vers lequel tous les regards sont tournés. Il est le seul à regarder vers la guillotine. On peut lire dans son regard la tension qui envahit son corps et l'émotion du moment. Le prêtre qui l'accompagne le réconforte dans ses derniers instants. Il lui tend le crucifix pour lui cacher le couteau et lui promet la rédemption. Au second plan, la guillotine efface presque les silhouettes sombres qui attendent pour l'actionner. Le bourreau s'appelait Louis Desblair. Accompagné de 2 assistants dont son fils, il était chargé d'effectuer les hautes œuvres. Personnage à la fois fascinant et inquiétant, Friant choisit de ne pas le représenter dans sa peinture, tout comme le condamné n'est ni dogat, meunier ou arche. Les 3 hommes, en haute forme de part et d'autre de la guillotine, sont en fait 3 amis de Friant. Les peintres Louis Guingaud, Jean-Mathias Schiff et Michel-Auguste Coll. On peut même se demander si le condamné à la nuque rasée ne serait pas une sorte d'autoportrait. La haie des gendarmes militaires appelés en renfort nous sépare de la rue et de la foule. La foule qui se presse aux fenêtres des appartements voisins, qui se masse sur les toits des habitations. Elle disparaît dans le brouillard matinal et la neige qui tombe ce matin-là. On ne voit qu'une ombre compacte composée de milliers d'individus. 1000 personnes étaient déjà en position la veille au soir pour l'exécution de Meunier, jusqu'à 2000 personnes pour celle de Dogat. L'exécution est un spectacle. Et les propriétaires en tireront profit louant les places aux fenêtres, sur les toits et le long des murs sur des échelles prises sur les chantiers voisins. Les prix s'envoleront au fur et à mesure que le matin approche. L'exécution est programmée à l'aube pour limiter les attroupements. Meunier marche sans résistance. Il a un léger mouvement de répulsion en apercevant le sinistre couteau, mais il se laisse coucher, sans broncher, sur la bascule, où pourtant il s'agite comme pour se dégager. Il est 4 heures. Le couteau tombe, un flot de sang jaillit, justice est faite. Un aide fait basculer le corps dans le panier pendant qu'un long cri de terreur s'élève de la foule et que quelques femmes se trouvent mal. Friant par le réalisme de ses personnages et la finesse de son dessin, réussit à faire ressortir toute l'horreur de la scène sans n'y montrer aucune goutte de sang. Il faudra encore attendre de nombreuses années avant de voir la peine de mort abolie en France. À partir de 1939, elle n'est plus exécutée en public mais à l'intérieur des prisons, à l'abri des regards et de cette curiosité morbide visible dans l'œuvre de Friant. Le 18 janvier 1981, l'Assemblée nationale vote le projet de loi présenté par le garde des Sceaux Robert Badinter visant à abolir la peine de mort. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. Si vous allez regarder la description de la chaîne, vous pourrez trouver les liens vers mes différentes sources, notamment les articles de journaux. Et si vous êtes de Nancy, ou si vous passez prochainement par Nancy, en ce moment, au Musée des Beaux-Arts, il y a une très belle exposition rétrospective sur les œuvres d'Émile Friant, et c'est jusqu'au 27 février 2017.